Nous parlerons ici des sources d'éléments chimiques issus de l'altération. Altération et érosion sont deux processus liés mais différents. Voyons d'abord l'altération évoquée dès le IIIe siècle avant notre ère commune par Théocrite. L'eau, goutte à goutte, creuse le roc. Cette définition de van der Weyden en 2007 est plus complète. La notion d'altération, weathering en anglais, comprend les processus de désagrégation et de modification des roches sous l'action de l'eau et de ses substances dissoutes, il s'agit de l'altération chimique, par les plantes et les micro-organismes, il s'agit de l'altération biologique, et ou par la pression exercée lors de la congélation de l'eau dans les fractures et les pores des roches ou par les racines des plantes, ainsi que par l'expansion thermique des roches exposées à l'insolation. Il s'agit de l'altération physique ou mécanique. Commençons justement par cette altération physique ou mécanique. Celle-ci résulte directement des conditions atmosphériques, par exemple la chaleur, le gel, la pression de l'eau, qu'elle soit liquide ou solide, et le vent. Il s'agit d'une fragmentation de la roche en éléments plus petits, mais de même nature. On peut le voir sur ces images de façon un peu simplifiée. On peut imaginer par exemple que la cuvette ici a été creusée dans la roche par la force du courant ou d'une chute d'eau. De même, le rocher est fragmenté par l'arbre qui pousse en son milieu. Et de fortes températures ont fait éclater la surface de ces cailloux. Et enfin, des processus de gel-dégel d'eau infiltrée dans les fractures de roches qui les font se briser. L'altération chimique, elle, va modifier la minéralogie et ou la composition des roches sous l'action directe de composés chimiques, dont l'eau. Ces composés sont le plus souvent d'origine atmosphérique, ce sont les espèces réactives dont nous avons parlé, mais ils peuvent être aussi d'origine biologique. Par exemple, les racines des plantes qui peuvent produire des protons et donc des micro-environnements acides facilitant la dissolution de la roche pour pouvoir accéder aux nutriments. Ceci est illustré symboliquement par cette photo, même si bien sûr ce n'est pas cette petite plante seule qui a altéré la roche, on peut imaginer qu'une succession de nombreuses générations de plantes ont pu contribuer à la dissolution partielle de ce calcaire. Nous allons voir que l'altération chimique va être très différente selon qu'elle se produise sur des roches lignées, comme ici une formation latéritique sur basalte, ou sur une roche sédimentaire calcaire, comme l'exemple présenté ici. Et nous allons également voir que l'altération est fortement dépendante des conditions climatiques. L'altération est donc différente de l'érosion, qui est le processus des transports des géomatériaux qui ont été altérés mécaniquement et ou chimiquement. Ce transport peut être fait par le vent, la gravité, l'eau sous forme de ruissellement liquide ou l'avancée des glaciers ou les vagues de l'océan. On parlera ainsi d'érosion éolienne, fluviale, glaciaire ou côtière. L'altération est donc une fracture qui s'opère à l'échelle de la roche, pour l'altération physique. L'altération chimique est quant à elle une cassure du réseau cristallin qui se produit au niveau submoléculaire. L'altération est une combinaison de processus in situ qui préparent le matériau parental à être transporté par érosion, par le vent, l'eau liquide ou les glaciers. Les agents transporteurs et leur charge érodent la surface continentale, c'est donc l'érosion, ce qui conduit à la dénudation du paysage en retirant les matériaux superficiels qui sont transportés jusqu'à leur destination ultime, l'océan. Nous allons développer l'altération chimique car c'est elle qui va être à l'origine des éléments dissous transportés par les fleuves jusqu'à l'océan. Une façon générique de décrire une réaction d'altération chimique est la suivante. Des minéraux primaires qui sont constitutifs des roches se trouvant en contact avec l'atmosphère vont réagir avec ces composés réactifs, essentiellement l'eau et le CO2 actuellement. Cela va mettre en solution des solutés, mais aussi former éventuellement de nouveaux minéraux qu'on appelle les minéraux secondaires. Certains minéraux primaires, cependant, ne réagissent pas et vont rester sous la même forme, ce sont les minéraux résiduels. Les réactions d'altération sont complexes et lentes, en particulier pour les minéraux silicatés dont la solubilité est faible. Ce tableau donne des exemples de réactions selon les minéraux, classés selon leur vitesse de réaction, les plus rapides en haut et les plus lentes en bas.
Les minéraux les plus réactifs sont ceux contenus dans les roches évaporitiques, comme la halite, le sel commun, et le gypse, issus de l'évaporation d'eau de mer qui sont extrêmement solubles. Les minéraux carbonatés, tels que la calcite et la dolomite, ont une solubilité intermédiaire avec une réactivité de l'ordre de la dizaine de milliers d'années. Les minéraux évaporitiques, mais aussi les minéraux calcaires, s'altèrent de façon simple. Ils subissent une dissolution complète que l'on appelle une dissolution congruente. Tous les éléments se trouvent sous forme dissoute, sans formation de minéraux secondaires. Les minéraux silicatés, quant à eux, qui sont les minéraux les plus abondants de roches de la croûte terrestre, sont altérés en libérant sous forme dissoute les ions plus solubles qu'ils contiennent et en formant des minéraux secondaires avec les autres. Il existe deux grands groupes de minéraux secondaires, les argiles d'une part et les oxydes et hydroxydes d'autre part. Les argiles peuvent contenir d'autres éléments en plus de silicium et de l'aluminium en fonction de l'intensité d'altération et des minéraux primaires en présence. Leur formule chimique est donc variée. La kaolinite est une argile issue d'une forte altération. En effet, elle contient autant de silicium que d'aluminium, mais ne contient plus aucun cation, car ceux-ci ont été totalement lessivés et dissous lors de l'altération. Si l'altération est encore plus intense, seuls les éléments les plus insolubles vont former des minéraux secondaires, en l'absence de silicium qui aura lui aussi été entièrement lessivé comme les cations. Ainsi, les minéraux secondaires les plus altérés sont les oxydes et les hydroxydes de fer, de manganèse ou d'aluminium. La dissolution des éléments et la conversion des minéraux primaires en phase secondaire dépendent des rapports liquide-solide en combinaison avec le temps de contact et les cinétiques de dissolution. Ces cinétiques de dissolution sont dépendantes de la température, mais aussi des précipitations, puisqu'il faut de l'eau pour altérer les minéraux. Concrètement, cela veut dire que le climat joue un rôle déterminant dans le taux et l'intensité de l'altération chimique. Plus il fait chaud et humide, plus l'altération sera intense et profonde. C'est ce que résume ce schéma, modifié d'après une figure de van der Weyden. En haut sont montrées les conditions climatiques, avec un maximum de température sur la zone de forêt tropicale, qui se situe typiquement autour de l'équateur. On peut voir deux zones de maximum de précipitation, une première zone la plus importante sur la forêt tropicale et un deuxième maximum moins important au-dessus du climat taïga-podzol. Les autres zones sont caractérisées par un climat froid, la toundra, et ou sec, les déserts. La partie du bas représente la profondeur sous la surface du sol à laquelle se produit l'altération et les couleurs, le type de minéraux secondaires formés à partir de la roche-mère en couleur uni-grisée. On voit d'une part que les climats froids et ou secs sont caractérisés par une zone faiblement altérée chimiquement et peu profonde. D'autre part, à l'opposé, la profondeur d'altération la plus importante se trouve sous un climat de forêt tropicale, chaud et humide. Il y a également une zone relativement profonde altérée sous la zone de taïga, du fait d'un climat relativement humide mais froid. La différence entre ces deux zones altérées se voit aussi dans le type de minéraux secondaires formés. Le climat où l'altération est la plus forte va contenir tous les types de minéraux secondaires, des argiles jusqu'aux oxydes de fer et d'aluminium anhydre. Tandis que sous un climat de taïga, l'altération ne va former que des minéraux argileux, car l'intensité d'altération n'est pas suffisante pour aller jusqu'à la formation d'oxydes et d'hydroxydes. Enfin, relevons que dans un profil d'altération, les minéraux secondaires les plus jeunes, donc les moins altérés, sont en profondeur près de la roche-mère, et les plus anciens, qui sont les plus altérés, sont en surface, donc plus éloignés de la roche-mère. Cela ne doit pas être confondu avec les couches sédimentaires où la chronologie est inverse. Ainsi, selon les conditions climatiques, l'altération chimique ne va pas produire les mêmes minéraux secondaires ni les mêmes flux. Par exemple, une albite qui est un feldspathe sodique très courant dans les roches silicatées pourra être altérée en produisant, dans le premier exemple ici, 2 moles de silicium en solution et un minéral secondaire argileux, ici la kaolinite, tout en libérant le sodium. Dans le deuxième cas, en présence de plus d'eau, vous voyez qu'ici il y a 8 H2O dans cette deuxième réaction, cette même albite va produire 3 moles de silicium sous forme dissoute, toujours libérer le sodium, mais ne plus former une argile et former simplement
un hydroxyde d'aluminium, ici la gypsite. La mobilité des éléments formant les minéraux est donc contrôlée par leur solubilité. À l'échelle globale, une comparaison entre les concentrations des éléments dans les eaux de rivière et dans les roches a permis d'établir la mobilité des éléments relativement au chlore, qui est le plus soluble selon l'ordre suivant. Pour une mobilité du chlore considérée comme étant à une échelle de 100, nous avons ensuite le sodium, le calcium, le magnésium, le potassium, et enfin le silicium, le fer et l'aluminium qui sont les plus insolubles. Attention, cette échelle est bien une échelle de mobilité des éléments et donc de leur solubilité. Ce n'est pas une échelle d'abondance de ces éléments dans les eaux naturelles. Pour rappel, voici l'ordre d'abondance moyenne pour les cations et les anions dans les eaux douces. Nous avons pour les cations le calcium, puis le sodium et le magnésium et le potassium en termes d'abondance, et pour les anions, les bicarbonates, les sulfates et les chlorures. Cette abondance dans les eaux douces est donc une fonction à la fois de la mobilité et de l'abondance de ces mêmes éléments dans les roches. Il s'agit également d'une abondance moyenne à l'échelle globale, et ça peut évidemment varier en fonction de la lithologie et des roches qui sont en présence. Ainsi, une rivière drainant un bassin versant calcaire pourra contenir plus de magnésium que de sodium, et inversement. Nous allons expliquer maintenant pourquoi la solubilité de ces éléments varie de cette façon. La molécule d'eau est une molécule polaire, c'est-à-dire que bien qu'étant neutre, les charges positives et négatives ne sont pas réparties de la même façon. L'oxygène est un élément très électronégatif, tandis que l'hydrogène l'est beaucoup moins. Ainsi, l'oxygène va attirer les électrons des liaisons OH et ajouté au fait qu'il possède deux doublés d'électrons libres non impliqués dans des liaisons chimiques, les charges autour de cet atome seront dominées par des charges négatives, tandis qu'à l'inverse, les charges autour des deux atomes d'hydrogène seront dominées par un excès de charge positive. C'est cette polarité qui est unique pour une molécule de si petite taille qui lui confère sa très forte capacité de solubilisation. En effet, l'interaction des autres éléments avec H2O va dépendre de leur rapport charge sur rayon ionique. Prenons trois exemples d'éléments peu électronégatifs et qui ont donc tendance à facilement perdre un ou plusieurs électrons, mais retenons que le raisonnement s'applique de façon similaire aux éléments électronégatifs ayant tendance, eux, à attirer les électrons. Le premier cas est celui d'un gros cation, faiblement chargé, par exemple K+. Celui-ci est légèrement attiré par le pôle électronégatif de l'oxygène, de H2O, mais du fait de sa charge unique et de sa grande taille, il restera relativement éloigné des molécules H2O tout en étant entouré exclusivement par ces mêmes molécules qui forment le solvant. Un cation moyennement chargé et de taille moyenne, comme Al3+, par exemple, va se rapprocher un peu plus de H2O et son pôle positif va participer à l'expulsion d'un hydrogène de la molécule H2O et il va ainsi pouvoir former un hydroxyde d'aluminium, comme la gypsite, AlOH3. Ces hydroxydes n'étant pas chargés, ils sont très peu solubles. A l'inverse, un petit cation fortement chargé, comme P5+, va être fortement attiré et pouvoir interagir très fortement avec l'oxygène d'une molécule H2O, avec lequel il va même s'associer pour former un oxyanion, ici l'ion phosphate PO4-3-. Ces oxyanions étant chargés, ils sont solubles dans le milieu fortement polaire formé par H2O. Le diagramme de Goldschmidt, du nom du géochimiste norvégien Victor Goldschmidt, datant de la première moitié du XXe siècle, résume cette classification des éléments en fonction de leur rapport charge sur rayon ionique, qu'on appelle aussi le potentiel ionique. Sans s'attarder sur les éléments antistock, peu pertinents dans le cadre de ce cours car très peu abondants sur Terre, on retrouve les trois catégories présentées auparavant. Les éléments métalliques Al, Mn pour le manganèse et Fe pour le fer au centre du diagramme sont insolubles car ils forment les hydroxydes, qui est une forme ultime de l'altération chimique. On voit que l'on ne va pas trouver P, S, N et C, donc le phosphore, le soufre, l'azote et le carbone sous forme cationique en milieu aqueux, car ils vont former des oxyanions qu'on connaît bien, les sulfates, les nitrates, les phosphates et les carbonates. Enfin, on notera que le silicium a un comportement intermédiaire entre oxyanion et précipitant, ce qui explique
que lors de l'altération chimique, comme on l'a vu, il est en partie dissous sous forme d'acide silicique et en partie incorporé et immobilisé dans les minéraux secondaires argileux. Cette dernière diapo résume les concepts importants à retenir dans le cadre de cette vidéo.